On y va ? Let's go! Bonjour Marine. Bonjour Laurent. Alors Marine, bienvenue dans Unlocker, le podcast de celles et ceux qui ouvrent la porte du e-commerce. Et puis tu es la directrice de la marque Cdiscount. Tu nous accueilles ici à Bordeaux, au siège social de l'entreprise. Alors en 2-3 mots, Cdiscount, c'est une pionnière du e-commerce français, née en 1998, à une époque où l'on commandait encore des CD et des DVD via son modem 56K, donc ça remonte un peu. Évidemment, depuis la marque a bien grandi, plus de 20 millions de produits référencés. Une marketplace massive et une place incontournable dans le paysage digital français. Mais en 2024, un constat s'impose. Malgré une belle notoriété, l'image de Cdiscount manquait de personnalité perçue. Une marque historique, oui, mais une marque incarnée, ça, tu vas pouvoir aussi nous répondre par rapport à ça. Et c'est là que démarre ce qu'on va explorer finalement ensemble aujourd'hui, un rebranding en profondeur pour à la fois réaffirmer qui vous êtes, rester sur ses valeurs, et puis ce que vous défendez, et surtout faire de cette plateforme de marque un moteur de performance au service de votre business. Alors, un peu de contexte quand même là-dedans, c'est que passer d'une marque logistique fonctionnelle à une marque servicielle, lifestyle, d'ailleurs un peu comme Mondial Relais, c'est quand même un sacré chantier. C'est quoi le déclencheur de tout ça ? Le déclencheur de tout ça, je pense qu'il faut remonter un petit peu avant 2024, que tu évoquais sur l'année du rebranding. En fait, dans le e-commerce, il y a eu des années de forte accélération portées par le contexte du Covid. Ouais. Et 2022 et surtout 2023, ralentissement quand même un peu plus marqué pour Cdiscount, avec ces interrogations stratégiques qui fait est-ce qu'aujourd'hui, Cdiscount, dans l'écosystème du e-commerce qui en 25 ans a beaucoup évolué, c'est encore montré qu'on répond bien aux attentes des consommateurs, qu'on est l'acteur pertinent pour les consommateurs français. Et ça, mécaniquement, ça a posé plein de questions stratégiques sur différents pans, mais notamment une question stratégique sur la marque. Est-ce que si on se penche sur le diagnostic de marque, la marque aujourd'hui c'est un asset pour les consommateurs et pour driver du business? Les clients disaient même c'est une marque un peu patrimoniale, quoi. Et en fait, c'est exactement la première étape quand on s'est dit en fait, ok, il faut sans doute qu'on transforme la marque pour incarner ce que c'est Cdiscount aujourd'hui et qu'en 25 ans, c'est une plateforme, tu l'as dit, qui a beaucoup évolué. On a commencé par interroger les consommateurs pour bien comprendre quelle était leur perception de la marque. Parce qu'en fait, toi, quand t'es en interne, t'as ta vision, tu manges du Cdiscount tous les jours. Ouais. Et là, c'était vraiment important d'aller poser un diagnostic externe, objectif de la part des consos, qui est ultimement la cible à laquelle on s'adresse. Et c'est vrai que les consommateurs, beaucoup nous ont dit, un des éléments qui ressortait, c'est qu'ils connaissent bien la marque. Cdiscount, c'est une marque que beaucoup de Français connaissent. Donc ça, c'est un capital super fort. La belle notoriété qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement, ça, c'est un capital super fort. Par contre, le Cdiscount version 2024, moins identifié. Ouais. Beaucoup nous disaient que ils parlaient de Cdiscount comme c'est exactement ce que tu as évoqué dans ton intro. C'est le premier acteur chez qui j'ai commandé sur Internet. Donc beaucoup un attachement drivé un affect drivé par du souvenir. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, Cdiscount était dans leur vie, dans leurs réflexes et dans leurs usages du e-commerce? Ça, c'était beaucoup plus challengé. Et dans ce pourquoi, c'était peut-être moins le cas qu'auparavant. Alors bien sûr, de 25 ans, la concurrence s'est beaucoup étoffée. Mais il y avait aussi ce côté... en fait, est-ce que je sais dire d'un point de vue consommateur qu'est-ce que c'est Cdiscount aujourd'hui de façon précise? Pas forcément. Et on le voyait même dans... qu'est-ce qu'ils savaient nous dire du logo, la personnalité de la marque, etc. Vous voyez que c'était pas hyper précis. Ouais, compliqué. On parlait tout à l'heure effectivement de passer d'une marque servicielle, du moins d'une marque logistique plutôt fonctionnelle à une marque servicielle. Je parlais d'un point commun avec Mondial Relais parce que c'est aussi ça en fait, quelque part, je sais pas si on peut dire le nouvel ADN, mais en tout cas l'envie d'apporter du service et peut-être une fierté même de commander, de passer commande chez Cdiscount. Toi, quand tu es arrivé chez Cdiscount, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, quelles ont été les premières questions que tu t'es posées? Alors vraiment, la question de base, c'était effectivement de mieux comprendre, d'aller au-delà peut-être de la perception interne qu'ont les collaborateurs de Cdiscount et de bien comprendre les enjeux consommateurs. J'avais aussi cet enjeu, moi, de capter très vite quel est l'ADN de Cdiscount. Parce que pour le coup, il y a une conviction très forte qui a été attachée avec le rebranding, c'était de se dire, il faut que cette marque, elle soit vraie par rapport à ce qu'est Cdiscount. Et typiquement, un des axes a été de se dire, il faut que cette marque, elle ait du caractère. Parce qu'en fait, il faut beaucoup de caractère pour proposer encore un modèle de e-commerce français aujourd'hui, face à des acteurs qui sont très gros, internationaux, etc. Donc, il fallait que cette marque, elle ait du caractère. Il fallait qu'elle montre l'engagement, parce qu'il faut beaucoup d'engagement pour se dire, en fait, c'est ce modèle-là qu'on veut continuer à proposer. Et après, moi, ce qui était essentiel, c'était de comprendre très vite
c'est quels étaient les enjeux business, parce qu'une marque ne vit pas à côté du business, elle doit en être l'incarnation. Bien sûr. Et typiquement, on sait très vite, un des gros changements business de Cdiscount dans l'histoire récente de Cdiscount, c'est l'ouverture au modèle de marketplace. Et il fallait que cette marque, elle puisse aussi traduire ça, elle puisse incarner la force de frappe aujourd'hui qu'a Cdiscount de proposer à la fois des produits en marque propre et également la marketplace. Et c'est pour ça qu'on arrive sur une marque dont la raison d'être, c'est défendre le pouvoir d'avoir le choix. Oui, parce que quand on a préparé tout ça, je t'ai provoqué un petit peu en disant, mais est-ce que le mot discount, finalement, ne dessert pas la marque? Et tu m'as répondu, au contraire, justement. Au contraire, que tu défendais exactement. C'est une des questions qu'on s'est posées, bien évidemment, mais c'est un des assets, finalement, pour la marque. Une des forces de Cdiscount, c'est de faire du prix, c'est de faire de la promotion, et donc c'est de travailler l'accessibilité pour le consommateur et de défendre le pouvoir d'achat. À partir du moment où tu te dis la mission, est-ce que c'est faire Cdiscount, c'est de défendre le pouvoir d'achat, le discount, c'en est la traduction. Donc clairement, c'est un atout. Après, il faut juste arriver à le faire comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, le mot discount, il est aussi beaucoup mieux compris que peut-être il y a 25 ans, à l'époque, où c'était peut-être moins évident d'incarner la promesse prix via un nom comme celui-ci. Mais non, au contraire, je pense que... On peut dire que limite, vous étiez visionnaire avant l'heure, c'est ça? Exactement. C'est comme ça qu'il faut post-rationaliser l'histoire. Alors, Marine, t'évoquais effectivement à la fois le client consommateur, qui redécouvre en fait un nouveau Cdiscount, mais qui garde ses valeurs, mais qui finalement a une expérience un peu plus lifestyle. Mais il y a aussi un acteur hyper important, c'est les partenaires de la marketplace. Comment ils ont accueilli finalement ce rebranding, ce changement, et comment ils se positionnent, eux? Pour le coup, alors c'était une hypothèse qu'on faisait, mais c'est maintenant qu'on a un an de recul aussi lié au feedback qu'on peut avoir de la part des partenaires, c'est forcément toujours perçu positivement de la part des vendeurs, de voir que ils travaillent avec un retailer qui à la fois met beaucoup d'énergie pour refaire une marque peut-être plus attractive, plus forte, et puis ça c'est aussi accompagné ce rebranding de tout un plan d'investissement derrière qui passe notamment par une part de voix beaucoup plus forte en médias depuis fin 2024 que ce qu'on avait auparavant. Donc mécaniquement, c'est perçu comme positivement parce qu'ils voient bien qu'on construit un modèle qui est plus fort, qui est plus visible auprès des consommateurs. Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'ancienne stratégie, ou en tout cas l'une des stratégies qui était essentiellement hyper héroïste, axée sur la perf, mesurable, a tendance à évoluer vers un positionnement plutôt de notoriété, d'image de marque, de connaissance de la marque pour aller s'y intéresser? Alors, pour le coup, je dirais pas que c'est l'ancienne stratégie, parce que ça reste, en fait, quand tu es un pure player sur du e-commerce, la performance, c'est le nerf de la guerre et ça reste aujourd'hui le cœur de notre stratégie. Par contre, c'est sûr que tu construis pas une marque forte pour ne pas t'en servir. Et en fait, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur des actions médias, on sait très bien, et d'autres marques peuvent le dire aussi, que les actions qui sont moins orientées sur la perf, qui sont plus des actions de branding, orientées sur de la notoriété, sur de la considération, etc. En fait, elles sont au service de la performance, elles rendent ta performance plus forte. Donc ça, c'est un élément, c'est plus une adaptation stratégique qu'un changement. Aujourd'hui, on a vraiment à cœur de combiner les deux et que la marque, elle soit au service de la performance. C'est vraiment ça le changement. Comment on fait en interne, finalement, pour convaincre que la perf, c'est évident, c'est le nerf de la guerre, mais que malgré tout, il y a une partie du budget ou de la stratégie qui doit aussi partir sur le branding. Et sur du plus long terme, et sur du un peu moins mesurable là tout de suite. Comment tu fais ? Alors, très bonne question. On a quand même si sur des stratégies un peu plus haut de funnel, c'est forcément moins mesurable, il y a quand même des outils de mesure qui existent, donc qui permettent de venir aussi donner du factuel sur le discours. Et je te donne un exemple tout simple. Donc le rebranding, il s'est fait fin juin 2024 et il s'est accompagné d'un plan de lancement pour installer cette nouvelle identité au dernier trimestre 2024. Nous, un des indicateurs qu'on suit beaucoup, c'est la notoriété spontanée de la marque. Parce qu'en fait, quand t'es un pure player, si t'es pas présent à l'esprit, c'est pas comme du magasin physique où parfois les consommateurs peuvent te voir dans la rue et penser à ton enseigne. Là, il faut quand même s'assurer qu'il y a une présence à l'esprit qui soit forte. Avant le plan de relance, avant le lancement du plan de relance et ensuite le moment où on a pu installer la nouvelle campagne en médias, on a gagné 3 points de notoriété spontanée. Donc ce qui est quand même une belle croissance. C'est aussi un indicateur tout à fait factuel et mesurable pour dire voilà, tout ce qu'on construit sur la marque, ça permet aussi à nos consommateurs de davantage nous avoir en tête. Et quand ils nous ont davantage en tête, ça veut dire que la prochaine fois qu'ils auront un besoin,
plus spontanément, peut-être, ils viendront voir sur notre site si on a une offre pertinente. C'est toute cette boucle et c'est là où, effectivement, les actions haut de funnel doivent venir compléter la performance. Donc, évolution de la marque, rebranding, positionnement auprès grâce à la marketplace, des partenaires, des clients, axe de communication plutôt axé sur le branding, la notoriété. Tout ça pour générer finalement plus de trafic sur le site internet également, et donc de parler de l'expérience client, qui est quand même centrale, l'expérience client. L'expérience client, comment là encore on la redéfinit, ou en tout cas on l'optimise, pour faire un lien, tu vois, avec quelque chose qui est souvent en lien avec un abandon de panier. On parle de la livraison qui peut être parfois un déclencheur d'un non-achat finalement. Alors au-delà de ce point, comment on travaille l'expérience client dans sa globalité, et puis peut-être après répondre sur effectivement l'abandon de panier et puis la livraison. Alors, sur l'expérience client au global, évidemment que quand tu fais un rebranding et que ton média principal et le point d'ancrage principal pour tes consommateurs, c'est ton site, il y a eu tout un travail qui s'est fait pour s'assurer que ce site, il soit cohérent avec le rebranding, mais que aussi, au-delà d'un pur sujet d'identité graphique, tous les éléments qu'on a mis dans notre plateforme de marque, notre raison d'être, la tonalité, le positionnement de la marque, tout ça transpire aussi sur le site et s'incarne en fait très concrètement dans l'expérience du consommateur. Donc c'est à la fois effectivement pas mal d'itérations d'un point de vue plutôt graphique, mais ensuite c'est beaucoup d'itérations sur le tone of voice, comment il va se traduire forcément dans tout le parcours du client. Ça demande pas mal d'adaptation des wordings tout au long du parcours. Par exemple, c'est un petit exemple concret. Mais voilà, pour qu'on ait cette cohérence et qu'en fait, ce à quoi les consommateurs vont être exposés hors du site, nos publicités, que ça soit à la télé, que ce soit en affichage, en radio, on a pas mal de touch points, ou que ça soit en termes de marketing digital, que quand ils arrivent sur le site, ils n'aient pas l'impression de changer d'écosystème et qu'au contraire, il y ait cette continuité-là. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, c'est important que les piliers, ce sur quoi on s'engage dans notre plateforme, ça soit aussi ce qui saute aux yeux quand on arrive sur le site. Typiquement, la plateforme de marque de Cdiscount, elle s'appuie sur 3 piliers qui sont c'est moins cher, c'est malin et c'est engagé. Ce qu'on met dans le pilier c'est moins cher, ça va sans dire, c'est toute la partie accessibilité prix, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'offres et avec les promotions qui sont faites, qui sont mises en avant dès que tu arrives sur le site de Cdiscount. Sur le pilier c'est malin, là on va plus recouvrir en fait les services qui sont proposés aux consommateurs. Donc typiquement, il y a la livraison, parce qu'on sait que c'est un asset sur lequel on est fort. Il y a les facilités de paiement, c'est tout ça qui est regroupé dans le pilier c'est malin. Et dans le pilier c'est engagé, ils vont plutôt rentrer toutes les actions qui sont faites en termes de responsabilité, à la fois d'un point de vue logistique, pour là aussi évoquer notamment la livraison, mais aussi d'un point de vue offre. Il y a tout un travail pour donner accès le plus possible à de plus en plus de produits responsables sur le site. Donc l'idée, c'est que le site, il incarne véritablement cela. Si je traduis plus spécifiquement sur la livraison, il y a un enjeu. On sait que sur la livraison, pareil, en fait, on interroge nos consommateurs, nous, sur tous les éléments du parcours. Ce que nous disent les consommateurs sur la livraison, c'est qu'en gros, important de prendre en compte qu'ils peuvent avoir des critères qui sont variables selon leur moment, selon leur achat, selon leurs besoins. Il y a des moments où le plus important, ça va être que ça soit livré vite, en 24 heures. Donc, il faut leur proposer cette option-là. Il y a d'autres moments, ça va être que là, je veux que ma livraison, elle soit gratuite. Donc, nous, on a un programme qui facilite la livraison gratuite pour les abonnés au programme Cdiscount. Voilà, ça dépend. Il faut pouvoir offrir, entre guillemets, cette variété, avoir une diversité de points relais, bien évidemment. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte dans la livraison. L'enjeu, c'est d'avoir l'info la plus claire et la plus transparente possible tout au long du parcours, pour pas effectivement créer de déception en fin de parcours. Et la promesse, c'est que finalement l'expérience client, elle peut pas primer sur le prix. Je veux dire, on peut pas avoir une expérience client qui prime sur le prix, puisque l'un des 3 piliers, c'est évidemment le côté discount et bonne affaire, quoi. Alors c'est pas tant qu'elle peut pas primer, c'est que par contre c'est dans son ensemble, on doit pouvoir répondre aux attentes des clients. On sait que quand on interroge les consommateurs, c'est toujours très intéressant. Le prix, c'est leur critère numéro 1. Le prix, en tout cas, quand on interroge nous des clients Cdiscount, le prix, c'est notre critère numéro 1. La disponibilité aussi. Mais ça veut pas dire que, quand on dit critère numéro 1, ça veut pas dire que les achats se font selon un seul critère. Et donc, ils vont nous dire souvent, mon critère peut-être à offre égale, peut-être que ce qui va effectivement me faire basculer, c'est le prix. Parfois, ça va être la confiance, parce que ça dépend à offre comparable, ça dépend est-ce qu'ils connaissent ou pas l'autre acteur, ou voilà. Donc, il y a tout cet enjeu de capital confiance et que tu bâtis aussi sur l'expérience consommateur au fur et à mesure. Et bien sûr, la livraison va rentrer en jeu, notamment, est-ce que si j'ai besoin du produit en urgence, je vais forcément me diriger vers une possibilité de livraison très rapide. Si c'est moins le cas, il y a des clients qui nous disent
disent, ceux qui sont par exemple plus sensibles à des enjeux environnementaux, qui vont nous dire moi je suis prêt à ce que mon produit mette plus longtemps pour arriver si on m'affiche que c'est une livraison qui dépense moins en termes de carbone, ou enfin ce genre de choses. Vraiment, il y a autant de consommateurs que finalement de composantes de critères. C'est pour ça que l'important finalement c'est plus de rendre tout cela possible, d'afficher ces informations-là et après, ultimement, donner le choix aux consommateurs. Et l'enjeu, ce qui est au cœur de la plateforme de Cdiscount, en termes de marque, c'est défendre le pouvoir d'avoir le choix. Donc, il faut le choix jusqu'au bout du parcours. C'est des vrais engagements qu'il faut évidemment tenir. Exactement. J'imagine que ces engagements et ce rebranding, ces promesses en tout cas, sont aussi un bon moyen d'élargir la gamme de produits. On parlait tout à l'heure de 20 millions de produits référencés. On sera peut-être demain à quelques millions de plus, je sais pas, enfin je vous le souhaite, enfin j'imagine. Parce que l'un des éléments d'une marketplace, c'est d'offrir le maximum de produits qui répondent à des critères justement que vous avez identifiés, j'imagine. Est-ce que ça, justement, ce travail, il est là aussi pour aller convaincre beaucoup plus facilement les produits, les marques, de venir héberger chez vous leurs produits? Alors, c'est sûr que c'est un travail qui se fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu à s'assurer que en permanence, on renouvelle notre offre pour qu'elle soit toujours pertinente par rapport aux attentes des consommateurs. Il y a très régulièrement des nouveautés marché qui font que on va se battre pour pouvoir les référencer et pour pouvoir les proposer à nos clients. Après, quand on dit pertinence, ça veut dire aussi s'assurer qu'on ait l'offre la plus qualitative possible. Donc finalement, c'est trouver le juste équilibre entre avoir l'offre la plus large possible, parce qu'effectivement, chacun individuellement, je pense, peut se dire que parfois dans sa consommation, il va avoir besoin d'une petite chose peut-être un peu niche, mais en fait l'intérêt c'est qu'il puisse la trouver sur des sites comme Cdiscount. Donc c'est d'avoir une offre large, mais aussi que cette offre elle soit toujours la plus qualitative possible. C'est vraiment ce juste équilibre. Pour les équipes internes, j'imagine que ce rebranding, que ça soit à la fois pour la partie marketplace B2B et puis également pour les consommateurs, ça a créé en fait un certain nombre de changements. Comment ça a été accueilli et est-ce que finalement, il y a eu un élan collectif qui fait que ça contribue aussi au succès de Cdiscount aujourd'hui ? Ah oui, et je pense que c'est essentiel et je te cache pas que dans un rebranding, la partie engagement interne, elle est hyper forte. En tout cas, nous, dans un secteur du retail comme ça, où il y a une dimension B2B qui est très forte, il faut que l'interne, il adhère au rebranding. Donc c'est pour ça c'était très important d'avoir aussi un temps fort de partage de cette nouvelle identité, de leur faire comprendre comment on avait travaillé cette nouvelle identité pour qu'ils s'approprient aussi à la fois le discours, le rationnel qu'il y a derrière, ce qu'on cherche à délivrer derrière cette identité. Parce qu'en fait, c'est pas... on leur montre juste, si on leur montre juste un logo et voilà. Pas un coup de peinture, quoi. En fait, c'est pas un coup de peinture, exactement. Il y a tous nos piliers business qui sont derrière. Il y a le vrai ADN de Cdiscount qui a été travaillé par rapport à ça. Donc, c'est essentiel qu'ils puissent se l'approprier, qu'on leur donne les outils pour se l'approprier. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé aussi pour avoir des outils qui accompagnent. Donc, c'est à la fois pour générer de l'adhésion, mais derrière pour pouvoir porter ce discours-là aussi avec leurs partenaires. Et je pense que c'est clairement un des éléments clés du succès, c'est de se dire, je pense que c'est toujours sympa finalement quand tu es dans des fonctions commerciales, quand il y a du nouveau de l'actualité qui se passe sur ta marque, il y a une histoire ça aide, à raconter, bien sûr. Exactement, d'un seul coup ça développe un narratif qui est différent. Et en plus là, c'était cette marque, elle est aussi là pour traduire typiquement le poids de la marketplace aujourd'hui dans le modèle de Cdiscount. Donc il y a un vrai lien qui se fait avec le business. Donc clairement, ça a été un atout forcément qui a porté la fin de l'année 2024 et là le début de cette année. Oui. Un vrai projet de transformation. Complètement. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. C'est quoi la projection qu'on peut avoir de Cdiscount dans les prochaines années ? Alors dans les prochaines années, c'est pas forcément évident de répondre parce qu'encore une fois, on est dans un écosystème qui bouge énormément. Le e-commerce se transforme tous les jours. Aujourd'hui, les parcours des shoppers sur Internet se transforment aussi énormément. On voit une fragmentation des parcours qu'on n'avait pas en fait il y a 2-3 ans parce que le marketing évolue. On parle beaucoup de social commerce, de changement des pratiques. Donc nous, l'enjeu, c'est surtout de s'adapter à tout ça, d'arriver à continuer à être présent de façon pertinente et ultra identifiable en tant que Cdiscount sur l'ensemble des touchpoints et en proposant des contenus qui vont attirer l'œil du consommateur et qui vont les amener à considérer le fait que oui, on a une offre pertinente. Donc ça, c'est vraiment très court terme. C'est maintenant et sans doute les prochaines années, mais ça démarre déjà maintenant. C'est ça l'enjeu. Si je prends un peu plus de hauteur d'un point de vue marque, ça a été tout le fil continu de notre échange là, mais la marque, elle est aussi là pour structurer vraiment, pour être le reflet
de la stratégie de Cdiscount. Donc ça va être de continuer à pouvoir mettre en avant. Nous on travaille beaucoup en ce moment la personnalisation des contenus, le fait d'être un peu plus spécifique. Et typiquement, on se parlait des piliers. Voilà, là on teste des choses pour mettre en avant davantage les produits responsables parce que c'est un poids qui prend une part grandissante dans le volume d'affaires et du coup dans ce que demandent nos clients. Et en même temps, ça va être d'aller personnaliser plus parfois sur des temps forts, sur des temps saisonniers. Il y a tout cet enjeu-là à rentrer de plus en plus dans du spécifique. Et c'est vrai qu'on a aussi aujourd'hui des outils qui évoluent via l'intelligence artificielle, etc. On a cette capacité aussi finalement de produire plus, de produire mieux et de s'adapter à l'écosystème. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Si tu avais quelques messages à faire passer à celles et ceux, en tout cas aux entreprises comme Mondial Relay et finalement Cdiscount qui se sont transformées, si tu avais un message à leur faire passer, ce serait quoi ? Quelle peut-être erreur à éviter ou en tout cas quelle... Tu veux dire qu'ils se posent la question d'un rebranding ? D'un rebranding. En tout cas, en termes de bonnes pratiques que rétrospectivement, moi, je garde dans ce qu'on a fait, il y a deux choses qui, à mon sens, ont été essentielles. C'est à la fois d'interroger vraiment les consommateurs, de pas partir avec ces idées préconçues qu'on a en interne sur qu'est-ce qu'est ma marque aujourd'hui, etc. Je pense que la perception consommateur, ultimement, ou si c'est du B2B, à ses clients. Mais en tout cas, la marque, elle s'adresse aux cibles, donc c'est vraiment de prendre ça en compte. Et en même temps, de pouvoir faire un vrai travail, d'interroger en interne, peut-être des gens là qui sont depuis longtemps, etc., sur ce que c'est l'ADN, la culture de l'entreprise. Parce que mine de rien, le fait que l'interne adhère, c'est aussi un élément clé de la transformation. Et je pense qu'ils adhèrent si cette identité, elle fait vrai et elle incarne véritablement la marque. On peut tout à fait transformer, moderniser une marque. Je pense que pour le coup, comme tu le disais, on n'a pas juste fait un coup de peinture, il y a un avant-après qui est très fort. Et pour autant, sans renier et sans passer du tout au tout. Il y a une question de cohérence. Merci Marine, merci pour cet échange. Comme tu le disais, donc c'est pas juste un coup de peinture, c'est pas un slogan, c'est véritablement une démarche où on s'aligne, on est cohérent, on change pour nos consommateurs, nos clients et puis les partenaires. Merci de nous avoir partagé en tout cas la vision du rebranding de Cdiscount et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Unlocker, le podcast de celles et ceux qui ouvrent la porte du e-commerce. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Bye.